Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans À l'air libre. Dans la deuxième partie de l'émission, Rachida El Azouzi nous parlera des familles monoparentales, un quart des familles, grandes oubliées du confinement, 85% de mères seules avec des enfants qui sont elles aussi souvent en première ligne. Et dans la première partie, nous reviendrons sur les tests, une défaillance au sommet de l'État, nous dira Lucie Delaporte. Après les annonces d'Édouard Philippe hier, comment gérer le casse-tête de ce déconfinement très progressif au travail, dans les transports en commun, dans les commerces. Nous en parlerons avec nos invités, dont Éric Piolle, le maire écologiste de Grenoble. Et puis nous irons à Tchernobyl. Il y a 2 semaines, de gigantesques incendies menaçaient la centrale responsable d'un effroyable accident nucléaire en 1986. Depuis, ces incendies se sont arrêtés, mais pas la crise climatique en Ukraine, nous dira notre correspondant Sébastien Gobert. Je vous rappelle les 2 adresses où vous pouvez nous écrire, alairlibre@mediapart.fr pour vos témoignages et covid@mediapart.fr pour vos documents et vos informations d'intérêt général. À l'air libre, 6e semaine, numéro 31, c'est parti. Bonjour Lucie Delaporte. Bonjour. Journaliste à Mediapart, dans son discours hier à l'Assemblée nationale, Édouard Philippe, le Premier ministre, a tracé 3 priorités pour le déconfinement: protéger, tester, isoler. Alors, on a beaucoup parlé de protéger, du fiasco des masques sur Mediapart. Pourtant, il y a un autre aspect très important du déconfinement, les tests virologiques pour savoir qui est infecté. Le chef du gouvernement hier a promis 700 000 tests par semaine après le 11 mai, des tests qui peinent pourtant à être organisés. Dans un article paru ce matin sur Mediapart, tu racontes l'histoire, dis-tu, d'une défaillance au sommet de l'État, défaillance organisée au sommet de l'État. Déjà, pour bien comprendre de quoi on parle quand on parle de ces tests virologiques, de quoi s'agit-il et pourquoi sont-ils si importants ? Alors, donc, les tests virologiques, les tests PCR dont on parle, permettent de déceler le virus dans l'organisme, à la fois chez les patients qui présentent des symptômes, mais aussi, ce qui est intéressant, chez les patients qui n'en présentent pas. C'est évidemment très important depuis le début de la pandémie pour pouvoir isoler le plus rapidement possible les porteurs du virus, évidemment. On a vu que des pays comme l'Allemagne, comme la Corée, qui avaient très bien géré politique de dépistage, avait pu justement limiter d'abord évidemment l'expansion de l'épidémie et par ailleurs avoir finalement une politique de confinement peut-être moins brutale qu'elle n'a été en France. Et aujourd'hui, puisqu'on est maintenant à préparer le déconfinement, c'est évidemment crucial de pouvoir savoir identifier ceux qui portent le virus et ceux qui ne l'ont pas. Il y a également les tests sérologiques, on pourra en dire un petit mot rapidement parce que pour l'instant, c'est à la fois très prometteur, mais ils ne sont toujours pas validés. Les tests sérologiques, eux, permettent de voir si l'individu a été en contact avec le virus, s'il a développé des anticorps. Mais à ce jour, ils ne sont pas validés, donc voilà, on ne va peut-être pas en parler plus. Oui, on ne présente pas quelque chose qui peut être fait massivement. Tu dis dans cet article que 700 000 tests par semaine le 11 mai, ce ne sera pas possible. Autrement dit, ce qu'a annoncé hier Édouard Philippe, pour toi, ce ne sera déjà pas possible. Comment peut-on affirmer cela aujourd'hui et qu'est-ce que ton article démontre ? Bon, alors, c'est pas moi qui le dis, c'est la plupart des scientifiques que j'ai interrogés ces derniers jours. Bon, ils n'avaient pas forcément la nouvelle annonce du gouvernement qui, depuis le début de l'épidémie, ne cesse d'annoncer des chiffres de plus en plus importants de dépistage, alors qu'on sait très bien que la France est partie extrêmement tard sur la politique du dépistage. Elle a mis beaucoup de temps à commencer à la mettre en place, et en partie ce que je raconte dans l'article ce matin, et que par ailleurs, la montée en puissance, contrairement à ce que dit le gouvernement, est encore très, très difficile à mettre en place. Et concrètement, à ce jour, une quantité astronomique de laboratoires continue à nous faire part du fait qu'ils ne sont pas réquisitionnés, qu'ils sont à parfois 30% de leur capacité, parfois zéro. Je pense à certains laboratoires vétérinaires, à des laboratoires de recherche qui sont capables de produire massivement ces tests et qui aujourd'hui sont quasiment à l'arrêt.
Et qu'est-ce qui se passe alors? Parce que tu parles d'une incurie à gérer depuis le mois de janvier le dossier des tests, hein, c'est ton expression dans l'article. Tu dis le crash actuel est d'abord et avant tout lié à un pilotage politique totalement hasardeux. L'État, écris-tu, a organisé sa propre défaillance. C'est des mots très forts. Qu'est-ce qui se joue? Oui, alors bon, évidemment, c'est pas volontaire. Ce qui est frappant, comme je disais tout à l'heure, c'est que d'abord la France est partie très très tard. Ensuite, on a une sorte de millefeuille administratif avec finalement beaucoup d'organismes qui sont dédiés à la santé qui ne se connaissent pas, qui ne se parlent pas. Ça, c'est la situation de départ. Et là-dessus, l'État, le gouvernement, en tout cas, a essayé de lancer un pilotage un peu à la hussarde, avec une task force, mais qui finalement est déjà mise en place très très tardivement, puisqu'elle est informellement mise en place mi-mars. Hein, c'est déjà beaucoup trop tard, comme nous disent les spécialistes, et elle est officiellement créée le 1er avril. Et en fait, cette cellule, d'abord, vient doublonner toute une série d'organismes déjà existants, ce qui crée beaucoup de tensions. Ça, on connaît ça, hein, mais finalement, ça a plus perturbé les choses qu'autre chose, même si, encore une fois, hein, les gens ne sont pas, les gens qui sont dans cette cellule ont à cœur de bien faire, ont à cœur de faire avancer le dossier des tests, mais il se trouve que ça finalement a été très compliqué, et on se retrouve dans la situation totalement absurde où le 9 avril, l'État n'est toujours pas en mesure de savoir combien de laboratoires sur son territoire sont capables de produire ces tests PCR, et a recours à un cabinet de conseil privé, Bain, dont on me dit par ailleurs qu'il n'est pas le plus grand spécialiste des labos en matière de tests. Une question, un cabinet de conseil qui permet quoi? De mettre en place la stratégie de test, c'est-à-dire que l'État lui a sous-traité cette politique, la gestion de la politique de test en France? Alors d'abord, il faut un peu préciser les choses, c'est que tout ça s'est fait dans une opacité extraordinaire. Ça fait 10 jours qu'on pose des questions au cabinet d'Olivier Véran, à la DGS, au ministère de la Recherche, puisque c'est lui qui pilote la cellule test, enfin, le directeur de cabinet, sur ce contrat avec Bain. On a eu très peu d'informations. Moi, j'ai pu récupérer la lettre de mission. Donc, il n'est pas question de confier la stratégie. Ce qu'on explique au cabinet Bain, ce serait simplement un audit, un état des lieux des laboratoires qui sont capables de produire ces tests. Mais encore une fois, faire cet état des lieux le 9 avril, le confier à un cabinet privé, ça paraît assez stupéfiant. Et évidemment, par ailleurs, ça pose plein de questions d'éventuels conflits d'intérêts. On sait que ces cabinets ont évidemment plein de clients qui sont des laboratoires. Enfin, voilà, c'est énormément de questions et c'est quand même, en tout cas, un révélateur, c'est sûr, de l'incurie du gouvernement dans ce dossier. Merci beaucoup, Lucie. On peut lire ton article sur Mediapart et on va retrouver tout de suite nos invités pour parler du casse-tête du déconfinement. À partir du 11 mai, nous aurons donc un déconfinement progressif, sans doute différencié selon l'ampleur de la crise sanitaire. Il y aura les départements en vert, les autres en rouge, la vie sociale qui va reprendre en partie, mais le diable se niche dans les détails, transport, école, vie au travail, vie sociale, masques, tests. Il y a beaucoup de choses à organiser et ceux et celles qui vont mettre tout cela en musique, ce sont d'abord les élus de terrain, comme nos invités. D'abord, Emmanuel Grégoire, premier adjoint de la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo. Bonjour. Paris et sa métropole, hein, c'est 7 millions d'habitants, 30% de l'économie française. Et Paris, bien sûr, un lieu de circulation majeur pour des millions de Parisiens, de Franciliens, de voyageurs français et internationaux. Et pour l'instant, disons-le, un gros point rouge sanitaire sur la carte de France, avec une situation sanitaire très, très difficile encore. Éric Piolle, bonjour. Bonjour. Maire écologiste de Grenoble, merci d'être avec nous, 160 000 habitants en Isère. Et puis Sophie Pantel, présidente socialiste du conseil départemental de Lozère, bonjour. Bonjour. Alors la Lozère est le département le moins touché de France par le virus, donc pour vous les problématiques sont un peu différentes. Votre département sera peut-être déconfiné dans les premiers, mais c'est aussi un département touristique où se pose déjà la question de la saison estivale et d'une potentielle
seconde vague. Donc des problématiques assez différentes et on va voir ce que vous en pensez. Merci à tous les trois d'être là. D'abord, je voudrais avoir vos réactions au discours d'Édouard Philippe. On l'a beaucoup documenté sur Mediapart. Il y a eu un problème majeur de gestion de cette crise au niveau de l'État. Pas de masque, pas de test. On en paie le prix aujourd'hui. Maintenant, il est question du déconfinement. Est-ce que pour ce déconfinement, il y a un pilote dans l'avion? Éric Piolle. Oui, en tout cas, on a changé un peu de terminologie. Avant, on parlait d'une guerre contre le virus. Maintenant, on va s'accommoder du virus. L'épidémie va durer. On a tous en tête qu'il y a évidemment un deuxième pic potentiel et que donc ce déconfinement est un déconfinement partiel et des conditions qui vont être singulières. Après, il y a eu, je pense, un petit peu de mouvement un peu plus cadré que ce qu'il y avait jusqu'à présent sur les tests. L'équité territoriale me semble fondamentale. Je réclamais ça pour permettre une unité nationale. Il faut qu'il y ait une stratégie nationale. Il y a des grosses zones d'ombre, notamment il n'y a pas eu un mot sur les politiques sociales hier, sur les problèmes alimentaires. Donc ça, c'est vraiment une bonne zone d'ombre. Et donc, voilà. Et puis le flou sur l'école, puisque finalement, c'est quoi l'objectif de l'école? Au début, on avait proposé, est-ce que c'est une logique de décrochage, ce qui aurait été, je crois, plutôt bien accueilli par le maire que je suis et beaucoup. On a vu la tribune de Philippe Mérieux notamment. Mais finalement, là, comme c'est sur la base du volontariat, comme c'est avec les enfants de 4e, 3e, c'est-à-dire ceux qui peuvent se garder tout seuls, ils se débrouillent. On a plus de mal à entendre l'argument décrochage, quoi. On va en reparler. Emmanuel Grégoire, est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Est-ce que ce qu'annonçait Édouard Philippe vous satisfait? Écoutez, les grandes orientations nous conviennent plutôt. Elles sont un peu tardives dans notre esprit, mais elles nous conviennent. Elles reposent sur 3 piliers tout à fait essentiels. C'est la généralisation des masques de façon à faire perdurer l'habitude des gestes barrières et du port du masque dans les semaines et mois qui viennent, on espère le moins longtemps possible, enfin autant qu'il sera nécessaire. Deuxièmement, une stratégie de massification des tests. On est très en deçà de ce qu'il faudrait, mais enfin, soulignons au moins le changement de doctrine. Et le troisième point, qui est la question de la traçabilité, de l'accompagnement des symptomatiques ou asymptomatiques Covid+, et de leur mise en protection. Il faut protéger les gens, se protéger, notamment protéger du risque de contamination intrafamiliale. Après, la date du 11 mai, on en comprend la philosophie, mais on voit bien qu'on est très loin du ballon pour être tous prêts le 11 mai, notamment sur quelques sujets tout à fait essentiels. La question de l'ouverture des écoles. Alors, on sait que ce ne sera pas le 11 mai, que ce sera progressif. Enfin, nous avons besoin de rentrer dans le détail pour pouvoir opérationnaliser ça dans les semaines qui viennent. Et le plus important, je crois, c'est que l'État a acté que s'il pouvait donner des orientations stratégiques, il était dans l'incapacité d'en faire la déclinaison territoriale opportune et qu'il doit donc travailler main dans la main avec les élus locaux de tous bords et de tout type, les communes, les départements et les régions. Sophie Pantel, en 2 mots, est-ce que ce qu'a dit Édouard Philippe hier vous rassure? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a, comme je dis, un pilote dans l'avion? Alors moi, je pense que pour la première fois, on annonce un point de départ, le 11 mai, parce que quand on était confiné avec des dates tous les 15 jours et sans vraiment de perspective, donc on sait bien qu'aujourd'hui, il va falloir vivre avec le virus. Et il va falloir apprendre à continuer à travailler, à aller à l'école et à accueillir du monde, évidemment, en se protégeant. Donc sur les 3 principes, moi je rejoins ce qu'a dit mon collègue Emmanuel Grégoire. Nous, en tout cas, on est satisfait parce qu'il y a des situations qui sont différentes sur l'ensemble du territoire national. Donc, on ne pouvait pas avoir les mêmes règles partout. Mais je pense aussi que pour la première fois depuis des années, le gouvernement se rend compte qu'il a besoin des territoires pour décliner la sortie du confinement. Et donc, il y a quand même aussi un transfert, en tout cas, de mise en œuvre, si ce n'est de responsabilité vers les collectivités locales qui, dès le début de la crise, ont montré leur efficacité et leur proximité. Oui, on pourrait le dire aussi autrement. Est-ce que l'État n'est pas en train de vous refiler le bébé, d'une certaine façon, de la gestion de la crise sanitaire? Non, mais nous, on faisait partie de ceux qui ont demandé à pouvoir avoir des adaptations parce qu'on avait une situation différente de ce qu'on pouvait retrouver sur certains autres départements de l'Occitanie. Par exemple, quand on nous avait annoncé au départ un déconfinement en fonction des régions, pour nous, ça n'avait pas de sens parce que les situations sont bien différentes d'un département à l'autre. Emmanuel Grégoire, qu'est-ce que vous pensez là-dessus? Est-ce que l'État, on pourrait lire une partie des déclarations hier d'Édouard Philippe comme une idée de dire on ne va pas faire un plan global pour tout le monde, débrouillez-vous un petit peu territoire par territoire. C'est comme ça que vous l'avez ressenti?
Oui, il y a besoin de détailler. Soit c'est uniquement repasser la patate chaude et ça va vite se voir. Soit l'État accompagne ça de 2 éléments, à mon avis, indispensables. Un, c'est des moyens. Il faut que les collectivités aient plus de moyens. C'est une raison très simple, c'est que aujourd'hui l'État finance cette crise exceptionnelle par le recours au déficit public, et c'est bien normal honnêtement de le faire, et il a raison de le faire, ce que ne peuvent pas faire les collectivités. Donc nous sommes confrontés à une menace réelle qui est l'indisponibilité de fonds d'intervention, notamment pour tout ce qui concerne le fonctionnement courant de nos collectivités, avec les urgences sociales, avec la question de l'aménagement de tous les équipements. Et le deuxième complément, c'est qu'il ne peut pas non plus, sur un certain nombre de grandes politiques publiques régaliennes, dire que c'est à la carte. Et notamment, j'étais un peu inquiet ce matin en entendant, c'était que des retours de presse, donc je suis prudent, mais le ministre de l'Éducation nationale évoquer sur ce sujet aussi central que l'éducation, qui est une politique régalienne sur un principe simple qui est celui de l'égalité d'accès à l'enseignement. Dire d'un côté on peut faire 2 jours, de l'autre 1 semaine pour 2, tout ça ne me paraît pas très sérieux, que l'État fixe les grandes lignes, nous en assurerons la mise en œuvre intelligente, mais c'est à l'État de clarifier qui a le droit de mettre son enfant le 11, le 18, le 25, etc., qu'il prenne le temps nécessaire pour ça. Enfin, qu'il ne nous informe pas le 10 au soir pour une application le 11 au matin. L'État doit assumer ses responsabilités, mais c'est heureux si jamais il nous permet de les mettre en œuvre avec les subtilités territoriales que nécessite cette crise qui n'a pas la même réalité partout en France. Éric Piolle, là-dessus? Oui, je partage tout à fait ce qui est dit. Pour moi, les points clés, vraiment les jalons clés, c'était la stratégie nationale sur les masques. Donc, il y a un changement de doctrine, mais on ne sait toujours pas quand on aura des masques, est-ce que l'État va en fournir, combien, etc. La stratégie nationale sur le test et la politique sanitaire, sur notamment le confinement après le test. Donc là, on a quelques pistes, mais j'ai appelé le préfet hier soir pour discuter de le confinement en hôtel, ça marche comment. Donc là, on a beaucoup de détails. Et puis évidemment… Vous avez des détails là-dessus d'ores et déjà, par exemple? Alors, on a des détails à construire. Non, on a tout à construire. On a une feuille de route à construire pour l'instant. Et j'aimerais savoir, évidemment, si… Ça me semble naturel que ce soit l'État qui réquisitionne et finance, mais les questions qu'on se pose, j'étais en réunion de stratégie de thèse de déconfinement mardi matin à l'hôpital avec les médecins de ville, c'est l'ensemble du monde sanitaire du territoire, hein, les médecins de ville pour l'instant, eh ben, ils ne savent pas vers qui orienter une personne qui aurait des symptômes, qui vont envoyer se faire tester, mais évidemment, dès qu'il a des symptômes et qu'il envoie se faire tester, il faut en même temps l'envoyer en confinement, que ça soit à domicile avec toute la famille ou en hôtel. Donc ça, c'est un enjeu fort. Et puis sur l'école, ça a été dit, bah, le flou, pour moi, à partir du moment où on dit c'est l'école sur la base du volontariat, c'est compliqué de rétablir quelque chose, un message clair une fois que l'on a dit ça. Hein. Du coup, quel est l'objectif si c'est sur le volontariat? Venons-en justement aux écoles là-dessus, puisque vous abordez tous les deux ce sujet, tous les trois en vrai. Et Emmanuel Grégoire, il y a des appels un peu partout dans le pays pour tout simplement dire, y compris au sein du Conseil de Paris, notamment sur la gauche du Conseil de Paris, pour dire tout simplement on aurait dû finalement suivre l'avis du Conseil scientifique, c'est-à-dire remettre tout ça en septembre. Et certains vous disent il faudrait peut-être carrément décider que voilà, on va pas reprendre l'école avant septembre, que la ville de Paris par exemple ne rouvre pas ses écoles. Là-dessus, qu'est-ce que vous répondez? Est-ce que c'est pas pertinent de suivre finalement les avis scientifiques? Si, c'est toujours recommandé, mais simplement, on est sur un exemple typique d'injonction contradictoire. D'un côté, le souhait de ne pas exposer nos enfants à des risques sanitaires, ça doit rester et ça restera la priorité. Mais aussi, parfois, l'envie des parents de retrouver leur travail et donc leur vie partagée. Je veux retourner au boulot, j'ai besoin de mettre mes enfants à l'école, mais en même temps, j'ai peur, il faut donner des garanties. Ensuite, évidemment, le souci partagé, je crois, nationalement, qui est dès que c'est possible et que ça ne contrevient pas aux objectifs sanitaires, de faire redémarrer l'économie, parce que la crise sociale risque d'être infiniment plus douloureuse collectivement que la crise sanitaire. Évidemment que les morts, c'est d'abord à eux que nous pensons, mais enfin, nous nous préparons à un risque de crise économique absolument colossal avec son cortège de souffrances extrêmement durables et donc le redémarrage. Et donc les élus, leur rôle, peut-être parfois ce qui nous différencie de ceux qui ne sont pas en responsabilité et qui, à mon sens, n'aspirent pas forcément à l'être, c'est qu'on doit essayer de trouver des solutions d'équilibre. Et donc je le redis, la priorité, c'est la santé, mais il ne faut pas s'interdire de réfléchir et de se donner les moyens
de proposer un redémarrage dès lors que nous le faisons dans des conditions de fonctionnement souhaitables. Et donc cela, c'est aux scientifiques de dire dans quelles conditions. Je vais vous dire, l'école… Est-ce que vous avez les moyens d'organiser aujourd'hui, et je vais poser après la question à Éric Piolle et aussi à la présidente du conseil départemental de Lozère, d'organiser les choses, quelle que soit la date d'ouverture. Je veux dire, comment on fait pour faire 15 élèves par classe? Comment on fait des processus de distanciation sociale à l'intérieur des écoles? Est-ce que vous savez faire ça aujourd'hui? Demain matin, non. Le 11, c'est certain que non. Mais dans les semaines qui suivront, nous travaillons d'arrache-pied pour réunir les conditions pour que cela soit le cas. Parce que c'est aussi notre responsabilité de pouvoir réunir les conditions pour cela. Je le redis aussi, hein, Éric Piolle l'évoquait tout à l'heure, notre préoccupation pour les maires, de voir des élèves en décrochage scolaire absolu, qui n'ont pas de parents concrètement, disons-le, qui les accompagnent dans la scolarisation à distance. Il y a des gamins qui ont totalement disparu des radars de l'éducation nationale, des communes, etc. Et ce n'est pas 3%, on parle de 15-20% en décrochage scolaire complet. Et c'est évidemment ceux qui ont déjà habituellement les plus grandes difficultés à l'école. C'est aussi un sujet qui, socialement, doit nous préoccuper. Donc, pas de risque avec la santé, mais se donner les moyens aussi de chercher, aller chercher les pistes pour essayer de sortir de la crise. Éric Piolle, là-dessus, sur comment vous organisez, comment une ville comme Grenoble peut organiser les distanciations sociales à l'école, le masque pour tous les professeurs, du gel partout, éviter que les élèves soient trop en contact. Comment on fait ça? Alors, sur qui viendra à l'école, ça sera la responsabilité, comme toujours, c'est la responsabilité de l'Éducation nationale, de décider qui vient à l'école, et ça c'est vrai hors crise, et c'est évidemment encore plus vrai pendant cette période de crise. Donc, nous, on a entendu que les groupes seraient au maximum de 15 personnes. Le choix qu'on a fait à Grenoble, c'est un confinement le plus massif possible. Donc, on a arrêté tous les chantiers publics tout de suite, et on ne va pas les reprendre, sauf les urgences qui vont continuer parce que c'est indispensable. On ne va pas les reprendre avant le 11. Nous avons également confiné notre personnel, et donc notre personnel, il va sortir du confinement, lui aussi le 11. Donc, ça veut dire qu'il va commencer à nettoyer les écoles, puisqu'en fait, c'est comme une rentrée de septembre. Hein. Ça fait presque 2 mois sans école, donc ce sera comme une rentrée d'été de septembre. Il va commencer à nettoyer à ce moment-là, et donc ça veut dire qu'on prend le temps d'ouvrir dans des bonnes conditions pour nos personnels, et puis on laisse la responsabilité des enfants à l'Éducation nationale. On aura aussi un format de restauration scolaire avec distanciation sociale. Pour cela, on a demandé à élargir les plages de midi 2 pour qu'on puisse avoir plus de temps pour le temps de restauration. Ça va se faire progressivement, et ça veut dire que pour les maternelles chez nous, la rentrée pour les enfants ne se fera pas avant le lundi 25, le temps que les écoles sont nettoyées. Ok, d'accord. Donc, en retard par rapport en tout cas. Voilà. Pour faire simple, de la prudence, clairement. Surtout que, je redis, ce message sur le volontariat a beaucoup perturbé, je pense, l'ensemble du monde enseignant, mais l'ensemble de la communauté éducative dont font partie les mairies. Est-ce que petite question sur Sophie Pantel, vous savez que ça, comment faire ça? Vous allez visiblement, si on suit ce qui a été dit hier, vous allez rouvrir très vite. Enfin, ça va être le déconfinement va être très facile en Lozère vu la situation sanitaire. Est-ce qu'il est facile dans les écoles? Alors, le déconfinement, il n'est pas forcément plus facile chez nous parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, justement parce que nous avons eu peu de malades et donc la population est bien consciente qu'elle n'a pas fabriqué d'anticorps. Donc, il y a une grosse inquiétude dans la population. D'accord. Pour autant, nous savons tous qu'il n'y a pas on n'a pas de date pour un prochain vaccin. Donc, aujourd'hui, il faut pouvoir reprendre la vie le plus normalement possible, tout en respectant évidemment les préconisations sanitaires et tout ce qui peut protéger la population. Donc, ça, c'est ce qui doit nous guider. Moi, comme mes collègues, j'ai constaté des gamins, des enfants qui sont en décrochage. On a dû, comme bon nombre de collectivités, fournir des ordinateurs. Et chez nous, se pose aussi la problématique de la fracture numérique, de pouvoir ne serait-ce qu'accéder aux ENT des différents établissements. Alors, sur les moyens de protection, nous, depuis le début de la crise, avec le laboratoire départemental, on fabrique du gel. Donc, du coup, on a fabriqué nos propres équipements. Au niveau des masques, on a lancé une opération pour équiper tous les Lozériens en achetant le tissu, les rubans, et on a mobilisé plus de 1000 personnes qui ont cousu des masques. Pour aussi à Paris, à Grenoble, puisqu'il y a cette politique aussi d'équiper la population.
Nous, c'est en train d'être distribué cette semaine, donc ça veut dire que le 11, tout le monde sera équipé. Et sinon, pour l'organisation au niveau des collèges, donc on a travaillé avec le DAZEN et on est prêt. En tout cas, on a 13 collèges publics. Alors nous, ce sont des chiffres évidemment qui sont petits puisque on a moins de 80 000 habitants et avec une densité de 15 habitants au kilomètre carré. Mais aujourd'hui, on a travaillé avec le DAZEN et 13 collèges publics seront opérationnels à partir du 14. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a priorisé. D'abord, on a demandé que les enfants soient dans les mêmes classes et que ce soit les professeurs qui bougent, ce qui permet de réduire en fait tout ce qui est désinfection, nettoyage, etc. On a mis le paquet évidemment et la priorité sur tout ce qui était nettoyage, désinfection dans les toilettes, les rampes, enfin tout ça. Ça veut dire qu'on aura peut-être des vitres qui seront un peu plus sales que d'habitude et on aura peut-être des espaces verts aussi qui seront un peu moins bien que d'habitude et on mobilisera les agents des routes. Donc voilà comment. Enfin bon, après il y a plusieurs organisations possibles aussi dans les cantines avec plusieurs services. Voilà. Mais chez nous, c'est vrai que comme ce sont des petits nombres et que déjà on a des classes de moins de 15 élèves, c'est plus facile certainement que pour mes deux collègues. Alors, on va terminer parce qu'il y en a beaucoup de questions et plus beaucoup de temps, donc j'ai des questions assez précises maintenant. Emmanuel Grégoire à Paris, est-ce que vous pensez vraiment que, par exemple, sur la ligne 13 du métro parisien, alors je sais que vous n'êtes pas le patron de la RATP, mais sur la ligne 13 du métro parisien qui est en permanence bondée, y compris en ce moment, comment on fait pour condamner un siège sur deux, comme le veut le Premier ministre, pour faire de la distanciation sociale, pour protéger les gens qui prennent cette ligne et les familles des gens qui prennent cette ligne qui peuvent être contaminés. Est-ce que c'est possible ou est-ce qu'on n'est pas là juste dans une déclaration d'intention et ça ne se passera pas en réalité? Alors, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. On sait faire ça. La question, c'est est-ce que c'est faisable dans le délai qui est demandé et surtout quelles seraient les conséquences pour les usagers si nous le faisions. Parce qu'après tout, vous démontez un siège sur deux, vous mettez des gens à l'entrée des métros, mais l'angoisse des opérateurs de transport, c'est la RATP ou la SNCF, et d'ailleurs tous les opérateurs de transport en commun dans les grandes villes qui sont confrontés à ce même problème, disent que c'est pas possible. Voilà, c'est leur position, c'est celle qu'ils ont tenue ces derniers jours avant les arbitrages du Premier ministre. Il faudra voir d'ailleurs juridiquement comment sont traduits les propos du Premier ministre. Est-ce que ça restera dans le discours du Premier ministre, auquel cas ce sera une incitation, mais il n'y aura pas de conditions, de base légale de verbalisation, etc. Ou est-ce qu'on se dit on veut le faire? Nous, notre souhait, comme vous le disiez, nous, on n'est ni opérateur ni tutelle, c'est plutôt d'aider les réseaux d'opérateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire essayer de créer les conditions opérationnelles pour limiter l'obligation d'un certain nombre d'usagers d'avoir recours au transport public. Et donc, c'est proposer des alternatives. Les alternatives, c'est le télétravail. Toute personne en télétravail n'aura pas besoin de se déplacer. C'est toujours ça de gagner. C'est lisser les horaires de façon à essayer de desserrer les taux. Parce que moi, ça m'arrive de prendre la ligne 13 très souvent. C'est pas du tout la même réalité de fonctionnement en fonction des horaires. C'est vrai qu'elle est très souvent saturée, mais c'est souvent quand même un pic de fréquentation entre 8h15, 9h15, le midi et un peu moins l'après-midi, mais parce que c'est un peu plus lissé. Et donc, essayer de détendre. Et ensuite, essayer de développer les infrastructures d'alternatives. Je pense qu'il y a deux phénomènes qui vont se produire. Le premier, c'est qu'il y a des gens qui vont avoir peur de retourner dans les transports et qui donc vont naturellement chercher des alternatives à cette angoisse et ils auront d'une certaine manière raison et nous les incitons à faire. Et ceux qui n'ont pas le choix, et il y en a tellement qui n'ont pas le choix qu'il faut les accompagner positivement, qui quand même vont avoir des réflexes pour se protéger eux-mêmes, je l'espère, pour protéger les autres, pour protéger leurs proches. Mais donc il va falloir travailler ardemment dans les jours qui viennent de façon à ce que d'abord il n'y ait pas une espèce d'explosion en plein vol au matin du 11 mai, essayer de mettre en œuvre de la progressivité et ça suppose que beaucoup de gens travaillent ensemble. C'est l'une des rares vertus de cette crise, ça oblige des gens à travailler ensemble, à le faire vite et de façon spectaculaire. À condition que le 11 mai, Paris soit déconfiné. Est-ce que vous pensez vraiment que Paris va être déconfiné le 11 mai? C'est peu probable, mais nous préparons tout pour que ce soit le cas. Dans le fameux statut des départements rouges ou verts, je ne vois pas comment à ce stade nous échappons au statut rouge, mais nous nous mettons en situation, et je crois que ce sera heureux pour tout le monde si c'était le cas de l'être. Et encore une fois, tout ce que nous faisons pour être prêt le 11 mai nous permettra de l'être à une date ultérieure,
Donc voilà. Bon, je vais rester dans ma cuisine, quoi. Bon, Éric Piolle, le coronavirus, c'est aussi une crise sociale, on l'a dit. Hein. Il y a beaucoup de gens, y compris à Grenoble, qui n'arrivent plus à payer leur loyer aujourd'hui, qui ont des difficultés. Pourquoi, et particulièrement un maire comme vous, écologiste élu avec une large alliance citoyenne, ne dit pas moratoire sur les loyers dans nos villes, tout simplement. C'est de ça dont on a besoin aujourd'hui. Alors, il y a un travail qui est fait avec les bailleurs sociaux pour accompagner, c'est un moratoire sur les expulsions hein, et un accompagnement finalement des situations individuelles. Il serait, de mon point de vue, dramatique que finalement on dise les bailleurs sociaux qui ont été sous une pression terrible depuis l'arrivée de Macron au pouvoir. Hein. Il y a eu cette loi de finances, la loi Elan. C'est plus d'1,3 milliard qui a été pris chez les bailleurs sociaux. En pratique, dans le bailleur que je préside, c'est plus de 10% des revenus qui ont été captés par le gouvernement directement. Donc, demander à ces bailleurs sociaux, finalement, de se mettre, qui sont déjà à genoux, de se trucider eux-mêmes hein, en disant bah, tant pis, les loyers, on laisse tomber, ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça que l'appel des bailleurs sociaux, c'est l'augmentation des aides, un retour finalement hein, sur toute cette attaque qui a été faite vers les bailleurs sociaux et que le gouvernement revienne là-dessus pour permettre aux gens de payer leur loyer. Mais ne pas demander, hein, ne pas abattre nos bailleurs sociaux aujourd'hui qui sont déjà dans une situation très compliquée et que ce soit bien une aide qui arrive de l'État qui a mis ces bailleurs sociaux dans une situation compliquée. Donc c'est ça le message des bailleurs sociaux et c'est ça le message que je défends, hein, que ce soit vraiment une décision gouvernementale de revenir sur la baisse des APL, de revenir sur cette baisse majeure. Hein, on a parlé des 5 euros, ça c'était pour tout le monde, mais ça a été 60 euros pour les locataires du logement social, compensés par les bailleurs sociaux eux-mêmes. Et donc ça, c'est fondamental. Et les bailleurs sociaux, de leur côté, eux, ils ont dit, bon, bah, OK, on va traiter les situations au cas par cas pour s'assurer que on ne met pas des gens dans une situation dramatique dans cette période. Emmanuel Grégoire, sur cet aspect rapidement, sur pourquoi pas, on vous le demande, hein, certains vous le demandent, un moratoire sur les loyers. D'abord, parce que ce ne serait pas juste. Il y a des gens qui continuent à toucher leur salaire normalement, etc. Il faut essayer d'éviter les mesures d'ordre universel. C'est-à-dire que voilà, dans un monde idéal, on arrête tous de payer nos loyers et c'est super. Enfin, simplement, il y a de la contrainte financière. Et face aux immenses nécessités d'investissement public et d'argent public qu'il va falloir mobiliser, il faut bien doser où c'est utile, où c'est indispensable. Si on veut pouvoir plus aider ceux qui en ont besoin et aussi certains qui n'en ont pas besoin concrètement, eh bien, il faut pas faire de mesures d'ordre général et étudier au cas par cas. Je crois beaucoup au cas par cas pour prendre les décisions. Dernière question à tous les trois. Est-ce que vous... un petit mot là-dessus pour dire qu'il ne faut jamais oublier que les difficultés économiques qui sont logées par des bailleurs privés que par des bailleurs sociaux. Donc, c'est pour ça que le fait que ça vienne de l'État permet de toucher aussi ces personnes qui sont dans une situation dramatique et qui sont logées dans du logement privé avec des bailleurs privés. Dernière question, est-ce que les uns comme les autres, assez rapidement, est-ce que vous craignez une deuxième vague? Est-ce que vous craignez particulièrement la deuxième vague? Sophie Pontel, vous, pour l'instant, on l'a dit, il n'y a pas de mort, je crois, en Lozère, hein, département le moins touché, à cause de la densité qui est faible, parce que, voilà, il y a d'ailleurs, je suis intéressé de savoir les raisons qui sont les vôtres rapidement, pourquoi vous pensez que la Lozère est épargnée, mais est-ce que vous craignez cette deuxième vague les uns les autres? Sophie Pontel d'abord. Alors, pour moi, si pour le moment nous n'avons pas de décès, c'est simplement parce que nous avons une densité démographique faible. Nous avons une caractéristique de l'habitat qui est éclatée sur l'ensemble du territoire, sur 5000 km², avec très peu d'immeubles et beaucoup de maisons individuelles avec de tout petits hameaux et villages. Et puis, nous avons été confinés très tôt, puisque avec un respect, je pense, du confinement, ce qui nous a permis en fait d'éviter d'être dans une vie comme on pouvait l'avoir auparavant, à un moment où le virus était en circulation active, comme sur d'autres régions. Voilà. Alors nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a énormément d'inquiétudes, d'autant que nous sommes un département touristique. Alors pour autant, il faut... Touristique et âgé, ça veut dire que si le virus arrive chez vous, c'est pas fort. Âgé aussi, on a beaucoup d'établissements sanitaires et sociaux, mais c'est une population... en tout cas, on travaille pour augmenter la population et on a de nouveaux habitants aussi plus jeunes qui s'y installent. J'imagine. Voilà, mais c'est une véritable inquiétude, notamment sur l'apport de touristes dont on a aussi besoin. Donc, il va falloir que l'on puisse mettre en œuvre un certain nombre de protections et on a déjà travaillé avec… Ça veut dire des masques pour les touristes Non, ça veut dire travailler, alors parfois oui,
par exemple dans nos stations thermales. Sur nos parcs animaliers, on est en train de revoir complètement les modalités de visite avec des plus petits groupes de manière à pouvoir respecter les distances entre les personnes. Voilà, on est en train de revoir des fonctionnements qu'on avait et il va falloir s'inscrire pour le moment dans la durée avec ces nouveaux fonctionnements. Éric Piolle, la deuxième vague. Oui, on a tous en tête, hein, quelle que soit notre exposition, que ce soit les régions comme le Grand Est ou l'Île-de-France qui ont été très touchées, ou celles peu touchées comme le département de l'Isère et encore moins touchées comme le territoire de Grenoble, on ressort dans l'état dans lequel on est rentré, quasiment. Hein. On s'est bien confiné, donc ça a permis de gagner du temps, mais finalement ce temps n'a pas forcément été gagné pour avoir une stratégie nationale sur les masques et les tests qui soit vraiment compréhensible par tous aujourd'hui. Donc ça reste à faire. Et donc évidemment, l'enjeu des prochaines semaines, ça va être quelle pression, notamment sur le système économique à la reprise. Hein, on voit bien cette pression qui s'installe et qui, en fait, ne s'est jamais arrêtée. Les déclarations de Muriel Pénicaud, ça a été une pression permanente pour maintenir l'activité économique. Ça va refaire circuler le virus et on va très probablement se retrouver confronté à devoir gérer finalement des indicateurs que sont la disponibilité de lits de réanimation, l'explosion des cas nouveaux, etc., pour limiter la casse. Et ça va être ça pendant des mois et des mois, puisque nous n'avons ni traitement ni vaccin. Et ça, c'est pas une critique, c'est un fait, c'est comme ça. Et il nous faut surtout absorber cette incertitude. Je pense que c'est ça qui est majeur dans le changement que nous avons en face de nous. Absorber cette incertitude et donc ne pas essayer de tout relancer comme avant. J'aime pas ce terme de plan de relance. Je pense que nous avons besoin d'un plan d'accompagnement pour une renaissance aussi, hein, que cette brèche temporelle soit l'occasion d'une renaissance à la fois institutionnelle, collective et personnelle. Ouais, alors juste aussi dans les villes, parce que alors je termine là-dessus, j'ai vraiment que 2 minutes, mais dans les villes, vous, comment vous adaptez à Grenoble, dans une des villes écologistes les plus emblématiques de France, comment vous allez changer le mobilier urbain, l'urbanisme, parce que vous dites déjà il faut tout changer dans les prochaines semaines pour organiser de la distanciation sociale. Oui, effectivement, on s'est rapproché du ministère de la Transition écologique il y a déjà de nombreuses semaines et c'est ce qui a conduit, avec d'autres villes d'ailleurs, dont Paris. On travaille toujours souvent main dans la main pour beaucoup de projets pour avoir développé des lignes vélo là très rapidement de façon temporaire. C'est ce qu'on appelle cet urbanisme tactique qui permettent de doubler nos grosses lignes de transport par des axes vélo parce que évidemment s'il y a une chose qu'on n'a pas envie de revoir, c'est la pollution à l'oxyde d'azote qui a baissé des 3/4 pendant cette période-là. Et il ne faudrait pas que, s'il y a moins de monde dans les transports en commun, non seulement elle revienne à son niveau d'avant, mais qu'elle soit dépassée parce qu'il y a moins de monde dans les transports en commun. Donc, l'enjeu de finalement accélérer cela comme accélérer ou profiter pour mettre en place des politiques alimentaires de territoire encore plus ambitieuses que celles que nous avons mises en place ces derniers temps. Je crois qu'on a franchi un cap de réflexion. Et il nous faut profiter en fait de cette envie d'action qu'on retrouve dans les attentes des Français pour une alimentation de proximité, pour des livraisons qui ne se fassent pas par Deliveroo et Uber, pour du transport en mode doux, pour la place du piéton, pour des rues aux écoles, devant les écoles, donc des rues sans circulation devant les écoles, pour tout cela, qui vont être indispensables pour la distanciation physique, mais aussi qui font partie de notre projet politique. En 3 mots, désolé Emmanuel Grégoire pour le mot de la fin, deuxième vague et changer la ville, du coup. La deuxième vague qui pour beaucoup sera la première en réalité est un espèce de faux concept, mais simplement des zones comme le Grand Est, l'Île-de-France, on va sortir un peu lessivé de cette première vague et pourtant 85% de la population n'a pas été malade encore à peu près. On essaie d'ailleurs de documenter ce chiffre de façon plus précise. Et donc, ça veut dire un risque majeur qu'il n'y a pas d'immunité collective, que dès qu'il y aura la réapparition de clusters, si nous ne faisons pas garde, ça pourra repartir vraiment en flamme extrêmement vite. Et c'est là que ça montre que cette crise, c'est une course contre la montre. Et du coup, c'est une de ces rares opportunités. C'est un puissant levier d'accélération de la transformation. Comme Éric le disait à l'instant, il se trouve que ça rejoint beaucoup des combats que nous portons en matière d'évolution des villes plus soutenables, des villes plus agréables, dans lesquelles aussi on fait attention à une densité cible qui soit acceptable. Eh bien, profitons de l'occasion
pour faire sauter les verrous, pour faire travailler ensemble des gens qui n'avaient pas l'habitude de le faire pour des raisons politiques, pour des raisons… Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, vous faites les projets dont on parle, la rue de Rivoli, sans voiture, etc. Ça peut arriver dans les prochaines semaines, des choses comme ça. Je ne parle pas forcément de ce plan-là, mais ces choses-là peuvent arriver très vite. Pas celui-là tout de suite, mais oui, c'est ça. Il faut saisir l'occasion et on le voit de gens dont c'est pas forcément la culture au départ de porter ces axes-là. Désormais, ils sont convaincus que c'est une réponse aux enjeux. Alors, ils le voient d'abord pour lutter contre l'épidémie, mais ça rejoint des enjeux plus structurants qui sont les nôtres sur le problème de tous les problèmes liés à la santé environnementale, liés aux crises sociales. Donc voilà, essayons de positiver ce qui peut l'être dans ce drame absolument immense et en faire ressortir quelque chose de plus positif. Merci tous les trois. Je suis affreusement en retard, mais c'était très bien de vous entendre parler sur Mediapart. Bien sûr, restez avec nous. Le 13 avril, nous avons vu ces images d'un feu de forêt s'approcher de la centrale ukrainienne de Tchernobyl, en lisière de la ville de Pripyat. C'est une ville désormais fantôme, désertée par l'homme depuis l'immense catastrophe nucléaire du 26 avril 1986. On voit les images de ces incendies. L'incendie est arrivé à 1,5 km du nouveau sarcophage érigé au-dessus du réacteur numéro 4. Ces images, dans un moment difficile, ont pu évidemment réveiller nos angoisses de catastrophes en série. On en a beaucoup entendu parler, vu beaucoup d'images, et puis soudainement, on n'en a plus trop entendu parler. Donc, on voulait faire une sorte de droit de suite aujourd'hui dans À l'air libre avec notre correspondant en Ukraine, correspondant de Mediapart, Sébastien Gobert. Bonjour Sébastien. Bonjour Mathieu. Tu vis à Kiev, la capitale ukrainienne, et tu vas publier demain, jeudi, dans Mediapart, un article sur cette catastrophe à laquelle nous avons, semble-t-il, échappé. D'abord, on va regarder ensemble d'autres images, une vidéo prise depuis la centrale de Tchernobyl le 13 avril. Regardez, c'est assez impressionnant. Ужас, а там вот видите уже огонь даже, наверное, красный. То солнце, ужас. Ну уже пепел даже. Нас эвакуировать будут? Sébastien, qui sont ces dames qui parlent et que nous dit cette image? Eh bien, vraisemblablement des employés de la centrale. On entend les bruits de la cantine derrière, donc ce sont des images qui ont été prises depuis le corps administratif de la centrale. Moi-même, j'y suis allé, j'ai mangé dans cette cantine, et donc je peux vous dire que les images sont authentiques et que le feu était véritablement très près de la centrale. Dans la direction de la caméra, en fait, il y avait donc cette ville fantôme de Pripyat, et les quartiers sud de la ville ont été léchés par les flammes ce 13 avril. Donc les flammes sont vraiment arrivées très proches. Alors, Pripyat, donc la ville abandonnée autour de Tchernobyl, une ville fascinante puisque tout est resté en l'état comme en 1986. Le feu donc s'est arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la situation aujourd'hui? Aujourd'hui, en fait, il n'y a plus de feu dans la région de Tchernobyl pour une raison bien simple, c'est qu'il a plu. Il pleut depuis… en continu depuis une semaine, et donc la plupart des foyers se sont éteints. Il n'empêche que cet incendie a pris une ampleur absolument exceptionnelle par rapport aux autres années, parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a des feux dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. 11 000 hectares sont partis en fumée, et l'opération a mobilisé des moyens assez considérables du ministère des situations d'urgence. Plus de 300 pompiers sur plusieurs semaines, puisque les feux se sont déclarés le 4 avril, une centaine de camions d'intervention, 3 avions Canadair, 3 hélicoptères. Et donc, ça a véritablement été une situation assez critique, et une situation qui a empiré avec le temps et avec les vents très forts qui ont balayé le nord de l'Ukraine. Avec des dégâts donc écologiques assez immenses pour la faune, pour la flore notamment. Est-ce que la question qui intéresse évidemment les Ukrainiens, mais aussi beaucoup, j'imagine, les Européens, on connaît l'histoire du nuage de Tchernobyl, est-ce qu'il y a eu émanation de radiation tout simplement à l'occasion de ce feu? Est-ce qu'on peut se sentir menacé en Europe occidentale notamment par ces radiations éventuelles au moment de cet incendie? Alors oui et non. Oui, il y a eu une élévation du niveau de radiation. Par exemple, au centre de la fournaise, donc à la mi-avril, on a repéré des élévations de
de radiation d'environ 16 fois la norme. Ici, sur la capitale Kiev, donc qui est à 100 km au sud de la centrale de Tchernobyl, on a repéré une augmentation de la concentration de césium 137, qui est donc une particule qui avait été créée par l'explosion de 1986. Mais ces élévations n'ont pas atteint un niveau qui puisse représenter un danger pour l'homme. C'est-à-dire que ce qui a été repéré au centre de la fournaise, c'est une élévation de 0,14 millisieverts à 2,3, 2,6 millisieverts, ce qui équivaut à un scanner du cerveau, un scanner médical du cerveau. À titre de comparaison, un scanner corporel inflige une dose de 10 millisieverts. Donc, on était vraiment en deçà des zones, des concentrations dangereuses. Il y a eu des particules qui ont été rejetées dans l'atmosphère. Il y a eu un nuage qui a parcouru le continent, qui a touché l'Italie, la Corse, le sud de la France. Mais ce ne sont pas des radiations dont il faut s'inquiéter, en tout cas en tout cas par rapport à ce qui a pu être dégagé au moment des accidents de Tchernobyl et de Fukushima. Comment le pouvoir ukrainien, qui par ailleurs est dans une situation de guerre, qui lui-même est touché par le coronavirus, a géré cette situation, et qu'est-ce que ça nous dit pour leur capacité de gérer des situations d'urgence autour de Tchernobyl? Dans un premier temps, les feux ont été minorés, donc minorés à cause du contexte international d'imposition des mesures de confinement pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, mais aussi minorés parce que ces feux ont démarré comme tous les feux en Ukraine au printemps. Chaque année, des milliers d'Ukrainiens brûlent des herbes mortes, des feuilles, des détritus dans leurs jardins, dans les champs. Ça cause toute une série de nuisances environnementales et atmosphériques, mais en général, c'est relativement confiné, c'est relativement limité à une certaine zone. Alors que là, l'Ukraine s'est trouvée dans une situation assez nouvelle. Il n'y a pas eu de neige en hiver et il y a très très peu de précipitations ce printemps. Et en plus de ça, donc, les vents très forts dans le nord de l'Ukraine, dont j'ai déjà parlé, et les feux ont été encouragés, ont grossi et ont dévoré cette végétation asséchée. Donc, les autorités ont réagi tard, elles ont réagi avec une certaine maladresse dans la gestion de la crise, avec certaines insuffisances. Comme je disais au début, eh bien, malgré les moyens qui se sont intensifiés et qui ont été mobilisés sur place, eh bien, c'est la pluie qui a eu raison des flammes à la fin. Dernière petite chose, ce que ça nous montre, c'est que ces feux, en fait, ce que tu vas écrire dans ton article, puisqu'on peut en donner quelques éléments, c'est que cette situation s'explique aussi, c'est une conséquence du réchauffement climatique en Ukraine. Oui, et ça c'est véritablement quelque chose de nouveau en Ukraine. L'Ukraine qui s'est gargarisée pendant très longtemps d'être le grenier à blé de la Russie, de l'URSS, de l'Europe en fonction des époques, un pays de cocagne, eh bien ça c'est... le pays souffre du réchauffement climatique, du changement climatique, et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et c'est, à mon sens, c'est l'enseignement principal de cet incendie. C'est-à-dire que le réchauffement climatique rend les incendies plus importants, c'est ça? Oui, et ça cause énormément de problèmes, beaucoup plus que l'élévation du niveau de radiation. Là, on parle de dégâts environnementaux, puisque ce qui s'est passé dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, c'est véritablement une catastrophe, puisque c'était la plus grande zone désertée par l'homme en Europe depuis 34 ans, depuis 1986, et la faune et la flore y étaient absolument uniques. Mais aussi, ça cause des problèmes atmosphériques, c'est-à-dire que, portés par les vents, les fumées de l'incendie sont tombées sur Kiev, et la capitale a été la ville la plus polluée au monde en termes de qualité de l'air pendant plusieurs jours, au mois d'avril. Voilà. Ouais, et ça va poser toute une série de problèmes à venir. Là, on est juste au début de la saison chaude. Les rivières du pays sont déjà à un niveau historiquement bas. On ne sait pas ce que ça va donner pour les récoltes de ce grand pays agricole, et on ne sait absolument pas ce que ça va donner pour la subsistance de populations rurales sur les mois à venir. Donc, à mon sens, c'est véritablement l'enseignement principal de ce phénomène, de cette catastrophe.
Voilà, derrière les images spectaculaires, on retrouve une nouvelle fois la question de la crise climatique qui ne s'arrête pas pendant ce virus et cette épidémie que nous vivons tous. Merci beaucoup Sébastien Gobert, correspondant de Mediapart à Kiev, en Ukraine. On retrouve donc ton article demain dans Mediapart. On va s'accorder maintenant une petite pause avec Alexis Le Rossignol, chroniqueur de la bande originale de l'Aiguille sur France Inter. Voici son sketch Le génie du Trocadéro. Et puis ensuite, vous retrouverez Rachida El Azouzi et ses invités. Alors j'étais commercial, mais je vendais rien, quoi. J'étais nul. Parce que les produits m'intéressaient pas, tout simplement, quoi. Et d'ailleurs, très souvent, quand je les présentais aux clients potentiels, ils me disaient, ben, ça nous intéresse pas, non plus. Ça nous fait un point commun. Bonne base de négo, non? Un jour, mon chef me convoque, il me dit, Alexis, t'es à 38% de l'objectif, là. T'as une solution à proposer? Ben, je dis, ouais, faudrait peut-être baisser les objectifs, quoi. Ou les étaler sur 2-3 ans. Au collège, quand tu fais du saut en hauteur et que tu passes pas la barre, on la descend. Hein. C'est pareil, en fait. Hein. Quand je suis rentré dans cette boîte, il m'avait dit « Bienvenue parmi les génies ». Ils s'appelaient les génies entre eux, quoi. Moi, j'ai dit « Me concernant, je préfère qu'on attende un petit peu. Hein. Moi, je suis pas un génie. Hein. Un génie, je vais vous dire ce que c'est. C'est le type que j'ai vu le jour au Trocadéro et qui loue des baguettes de pain aux touristes pour qu'ils se prennent en photo devant la Tour Eiffel avec une baguette. Ça, c'est un génie, quoi. Génie absolu, quoi. T'as Léonard de Vinci et t'as ce type-là, quoi. Bon, je suis content que vous riez parce que cette personne-là n'existe pas. C'est moi qui l'ai inventé. J'ai essayé. Bientôt la vidéo sur YouTube. La baguette, le béret. La baguette, le béret pour la photo. For the picture. No? With this. Just French. Good. My friend. Yes. Good. Ça, c'est le business du futur. Faut commencer demain. Hein. Ay, gracias. Mi amor, me la pones. Ah, si. Ah, ok. Ah, si. C'était mieux hier, hein? Hier, mieux. 10 centimes la location, la baguette. Rent a baguette for the picture. 10 cents. Evening price. C'est la loose, hein? J'ai prêté le béret à une espagnole qui... Aussi. Bah oui, je vous le prêterai après si vous voulez. Ok, c'est gentil. C'est inclus dans le prix. Combien vous en voulez? J'en fais un rafale. Ouais. Super. Et je vous rends la baguette. Ah oui? De bain. Ah oui. À moins que vous vouliez la manger. Non, bah non, je voulais. Ça va vous encombrer. Ah ouais. Allez, bonne journée. The beret. Nice. Okay. Nice, nice. No. Take. Nice. Your wife and you. Okay. Nice. And now a kiss. Merci Alexis Le Rossignol pour cette minute détente. Bonjour à toutes et à tous. Restez avec nous à l'air libre pour cette deuxième partie de notre émission. Elle est consacrée aux familles monoparentales qui trinquent, certaines de manière dramatique, dans l'indifférence quasi générale. Pourtant, elles représentent plus d'un quart des familles en France et elles contribuent à faire tourner la France en cette crise sanitaire inédite, puisque nombre de chefs de famille d'entre elles sont aides-soignantes, infirmières, caissières, vendeuses, enseignantes. Pourquoi sont-elles à ce point invisibilisées, les familles monoparentales? Quel est leur quotidien confiné? Mes deux invités vont nous éclairer. Bonjour Laure Stukelski. Bonjour. Vous êtes la déléguée nationale de Parents Solo et Compagnie, un réseau national associatif qui organise l'appui et l'entraide pour les familles monoparentales. Vous êtes également l'auteur d'une note qui a été publiée récemment par le think tank Terra Nova sur les familles monoparentales à l'épreuve du coronavirus. C'est ça. Cathy Ngangue, bonjour. Bonjour. Vous êtes mère célibataire, confinée à Marseille avec vos deux enfants de 9 et 6 ans. Vous me disiez que vous aviez la chance de travailler pour un employeur conscient des problématiques des parents solos. Vous êtes secrétaire générale de la Fédération syndicale des familles monoparentales et vous avez récemment créé
ASAP, l'association de services et d'accompagnement des parents solos, qui accompagne plus d'une dizaine de familles, en particulier avec cette crise sanitaire. Je voudrais qu'on commence par le témoignage de Stéphanie Bailly. Elle a 35 ans, elle vit en Isère, elle est mère solo depuis le décès de son compagnon. Confinée avec son fils Martin, qui est scolarisé en moyenne section, elle a lancé un cri de détresse sur Facebook qui a été partagé plus d'1 millier de fois. Je vous lis un extrait. « Être isolé avec son enfant, c'est plus que dur. Quand Macron a dit déconfinement le 11 mai, je me suis dit « yes, plus qu'un mois ». Je vois tous ces gens dire qu'ils ne veulent pas mettre leur enfant à l'école par peur de la contagion et je les comprends. Mais moi, je l'ai rêvé le 11 mai, tout en me sentant une mauvaise mère, bien sûr. Stéphanie nous raconte sur son blog, sur son post, le quotidien sans plus aucun répit, faute de relais, ni école, ni cantine le midi, ni nounou, ni grands-parents. Elle nous a envoyé une petite vidéo. Je vous propose de la regarder et de l'écouter. Nous, en tant qu'adultes, on n'a pas la soupape qu'on a dans la vie d'habitude d'aller voir d'autres adultes, de voir d'autres enfants, que notre enfant voit d'autres enfants, etc. pour, comment dire, le conflit parental parental-enfantal se régule, ce qui est la vie normale. Du coup, pris dans cette tourmente, à un moment donné, ça a été un peu dur pour moi. J'ai donné mon enfant 1 heure à des amis. J'ai beaucoup pleuré. Et dans ce truc où je sentais qu'il y a beaucoup de lâchage, c'était flou, je sais pas comment dire. J'ai écrit un message à post Facebook pour tous les parents solos et mon post a été partagé plus de 850 fois là, à l'heure où je vous parle. Et énormément de parents ont commencé à m'envoyer des messages pour me dire « Ah, moi aussi, je suis parent solo, moi aussi c'est dur, moi aussi c'est difficile, je me sens seule, etc. » Donc j'ai commencé à répondre à tout le monde, mais ça fait énormément de gens. Et je me suis dit, mais on fait quoi pour ces gens, en fait? On fait quoi pour ces gens qui en peuvent plus? Pour ces gens qui... J'ai une maman qui m'a envoyé un message, qui a 5 enfants et qui me dit, bah moi je sors pas du tout, même l'heure autorisée, parce que si je sors avec les 5, il y en a au moins un qui se fait la malle et je peux pas le récupérer. Et ça peut prêter à sourire, mais ça révèle qu'il y a beaucoup de détresse. Et on fait quoi pour ces gens-là? Il y a des numéros verts pour les enfants battus, les femmes battues, etc., ce qui est très bien. Et je trouve qu'il manque un endroit pour... voilà, quel soutien on peut apporter à ces parents qui ressentent énormément de détresse. Je dis parents, il y a beaucoup de mamans, mais il y a aussi des papas. Qu'est-ce qu'on met en place pour ces parents, pour pouvoir leur donner de l'air, surtout ça, leur donner de l'air. Donner de l'air, du répit. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour tous ces parents solos qui n'en peuvent plus en ce confinement qui dure? Pourquoi il n'y a pas de numéro vert, en effet? Je ne sais pas si c'est une question de numéro vert, parce que tout parent, qu'il soit isolé ou pas, peut appeler les numéros de soutien à la parentalité. Je pense que c'est plus la reconnaissance des parents solos comme un public vulnérable. C'est pour ça, en tout cas, qu'on a plaidé depuis le début du confinement, et donc de pouvoir faire de l'assistance et du soutien à domicile pour effectivement permettre le répit, parce que c'est ça la question essentielle. Et voilà, en fait, la seule façon, pour nous en tout cas, de résoudre ce problème, c'est d'avoir une deuxième personne qu'on trouve traditionnellement dans le milieu, dans le réseau, soit par les grands-parents, soit par les voisins, et là, qui a été totalement coupée. Alors, quels sont les témoignages, les remontées de terrain qui vous reviennent au sein du réseau? Les hommes comme les femmes, quelle que soit l'origine de leur monoparentalité, que ce soit le célibat, la séparation, le veuvage, qu'est-ce qu'ils vous racontent sur cette période, ce quotidien confiné? Le témoignage de Stéphanie est assez emblématique de ce qu'on reçoit. C'est-à-dire le fait d'être bloqué avec un enfant, d'être avec lui H24, quand on est en télétravail, d'être H24 avec un enfant et de ne pas avoir de relais. De ne pas avoir de relais parce que, encore une fois, dans les gardes d'enfants partagées, non pas sur la je crois, hein, en tout cas, sans trop m'avancer, que sur la résidence alternée, ça a fonctionné correctement, donc du coup, il y a du relais. En revanche, il y a beaucoup de situations où l'ex, il est à 300 km. Et donc, à ce moment-là, l'enfant, il reste dans la famille et donc, en général, chez la mère. Et c'est ça, en fait, ces situations. C'est-à-dire que
traditionnellement, on sait qu'il y a 13% à peu près de parents solo qui sont réellement seuls, comme le cas de Stéphanie. On oublie toujours qu'il y a des veufs et des veuves et que ils font partie des parents solos, comme les autres. Il n'y a pas de traitement particulier. Donc ceux-là, de toute façon, ont l'habitude d'être confinés et de se débrouiller tout seuls parce qu'ils n'ont pas de relais structurel. Et là, ce qui s'est rajouté, c'est les parents donc, qui ont des relations avec les ex-conjoints, donc il y a la possibilité de relais, et donc là, qui n'ont pas pu l'utiliser. Donc le chiffre a dû monter énormément. Et là, effectivement, c'est des situations, encore une fois, que Stéphanie a bien identifiées et a bien illustrées. Cathy, vous êtes mère célibataire, donc confinée à Marseille, je le disais, avec vos 2 enfants qui ont 9 et 6 ans. Vous vous reconnaissez dans le témoignage de Stéphanie? Merci Rachida. Je vais quand même vous parler de la situation des familles monoparentales que nous entendons, qui se sont adressées à nous, donc, à la fédération, plus mon expérience en fait du terrain et mon vécu en tant que maman solo. Donc déjà, la fédération a eu beaucoup de familles qui nous ont interpellés, donc dans un premier temps parce que tout le monde était un peu apeuré, donc je pense que c'était la même chose. Nous avons été tous confrontés en fait à une situation dite. Ça a été le premier point. Et la première question qui a été déjà la première question que nous avons entendue des mamans solo, parce que beaucoup de mamans sont exprimées, très peu de papas, même si nous en avons quelques-uns. Donc, c'était qu'est-ce qui se passe si jamais nous sommes contaminés. Donc, qu'est-ce qui est mis en œuvre, comment nous allons pouvoir gérer tout ça. Est-ce qu'il y a une organisation qui a été mise en place pour pouvoir nous accompagner dans cette difficulté. Le deuxième point, c'était le 16 mars, c'était le milieu du mois. Donc, nous avons eu beaucoup de mamans au 16 du mois nous avons beaucoup de mamans au 16 du mois dont les finances sont assez courtes, donc comme beaucoup de Français aussi, mais particulièrement les mamans solo. Et puis, la difficulté d'être confrontée en fait à cette situation où on devait garder à la maison des enfants, donc privés de cantine, privés en fait de sortie, avec la difficulté de devoir articuler donc sa vie à la maison avec toute la charge déjà de tout ce qui se passait, de tout ce qu'on doit mener tous les jours de front, et en fait la peur, l'incompréhension et la peur de ce qui se passait à ce moment-là. Donc, les questions, nous, en fait, nous avons à Marseille donc, eu plusieurs mamans qui se sont mobilisées déjà pour pouvoir s'organiser et dire, OK, si jamais il arrive quoi que ce soit à une de nos mamans, est-ce que nous pourrons venir en soutien des autres mamans, donc en gardant les enfants ou donc, il y a eu déjà d'emblée chez les mamans solo, donc réunies dans les une volonté en fait de venir en soutien des mamans. Donc ça, c'est un des points très très importants des mamans solo, c'est la possibilité, malgré les difficultés, de trouver la force de venir en soutien de celles qui sont fragilisées. Donc ça, c'était le premier point. Ensuite, effectivement, il y a eu en fait la difficulté de tout mettre en place, de trouver le financement pour pouvoir faire les courses, parce qu'on a vu en fait dans cette réalité beaucoup de Français, beaucoup de familles qui ont eu la possibilité d'aller faire leurs courses, remplir leur frigo, prendre ce qu'il fallait. Et il y a beaucoup de mamans qui nous ont interpellés en nous demandant donc, comment on fait. Donc effectivement, à ce moment, il fallait être réactif, il fallait pouvoir répondre à l'urgence. Et là, il ne s'agissait pas tant d'une question politique, il s'agissait d'être à la hauteur en fait de ces enjeux-là et de trouver des solutions rapidement. Donc, vous, comment vous avez fait? Alors moi, comment j'ai fait? D'abord, j'ai levé les yeux au ciel et j'ai dit il faut y aller comme toutes les mamans. Donc la chance, donc comme je vous le disais, d'avoir des employeurs, donc la fédération qui est quand même sensibilisée à la question de la famille monoparentale, qui a été un réel soutien financier. Donc avant que toutes les décisions politiques n'interviennent, donc à savoir
la sécurité sociale pour les parents qui avaient des enfants de moins de 16 ans, donc un arrêt avec l'impôt de travailler en télétravail. Avant tout ça, j'ai déjà mes employeurs qui m'ont soutenue, en me demandant dans ce dont j'avais besoin. Après, le réseau de familles, parce que le plus important, ce qu'il faut retenir en fait, en tout cas des familles monoparentales, c'est la capacité de pouvoir développer un relationnel incroyable, parce qu'on sait qu'on n'est pas complètement autosuffisant. On va développer une capacité de pouvoir rencontrer l'autre, de pouvoir être à la rencontre de l'autre qui pourra venir en soutien de notre fragilité, de notre vulnérabilité. Donc, ça fait qu'il y a plusieurs personnes qui sont intervenues, déjà moi pour me soutenir, en plus de mes employeurs. Donc, j'ai le réseau ASAP qui est venu aussi en soutien, le réseau local. Voilà. Donc, après, il y a différentes familles, nous rencontrons différents profils, des familles justement qui n'ont pas de réseau, des familles qui ont une garde alternée, donc qui sont en garde alternée. Et après, chaque problème est spécifique à chaque famille parce que les familles monoparentales sont quand même assez singulières. Donc, voilà. Il a fallu une discrimination des supermarchés interdisant leur entrée à des parents solos et leurs enfants pour que le sort des familles monoparentales, qui sont effectivement très diverses, intéresse un minimum les médias à la 3e semaine de confinement. Le défenseur des droits a été saisi, un dispositif de signalement des enseignes contrevenantes a été mis en place par le secrétariat à l'égalité femmes-hommes et contre les discriminations pour que les parents solos soient acceptés dans les magasins avec leurs enfants. Marlène Schiappa a reçu 800 signalements. Quand je vous ai contacté, Laure, vous m'avez dit objectivement, tout le monde s'en fout des familles monoparentales. Pourquoi ? Alors, objectivement, enfin, je ne pense pas l'avoir dit comme ça, mais bon, pourquoi pas. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer un petit peu dans la note pour Terra Nova, c'est-à-dire que pour l'instant, en tout cas, les familles monoparentales ne sont pas un sujet de politique publique en tant que tel. C'est une réalité. Il suffit de constater, par exemple, vous regardez très concrètement là. Il y a eu donc une prime exceptionnelle qui a été versée pour les familles les plus modestes, et c'est très bien, donc au 15 mai. Et vous voyez qu'en fait, quand vous voyez les critères et les catégories, c'est un couple avec enfant ou une personne seule avec enfant. Il n'y a pas de différence de traitement, d'attention particulière, que vous soyez un couple à la tête d'une famille ou une personne seule. C'est très révélateur du fait qu'il n'y a pas de prise en compte de la monoparentalité dans les politiques publiques et les politiques sociales. Enfin, je ne sais pas si Cathy me contredira, mais moi, j'en ai identifié que 2, enfin, ce qu'on sait. C'est l'ASF, donc l'allocation de soutien familiale, et puis, effectivement, une amélioration du recouvrement des pensions alimentaires. Mais sinon, les familles monoparentales, soit elles sont au-dessous du seuil de pauvreté et touchent les minima sociaux comme toutes les familles, donc il n'y a pas de distinction. Dès qu'on sort de ces catégories de familles particulièrement vulnérables, il n'y a pas de traitement particulier. Et encore une fois, quel que soit le type de famille, c'est ce que disait Cathy, dans les familles monoparentales, vous avez des résidences alternées, des gardes exclusives, des veuves, enfin, il y a une quantité des mères célibataires, des abandons de famille, donc une diversité de situations, plutôt une diversité des raisons qui amènent à la monoparentalité, ce qui n'est pas la même chose, mais de fait, la situation, après, elle est partagée par tout le monde, c'est la même, et c'est assez dramatique. Comment vous expliquez que les situations de monoparentalité restent dans l'angle mort des politiques publiques aujourd'hui, alors que c'est un phénomène qui est exponentiel, puisque le nombre de familles monoparentales en France a plus que doublé en 40 ans. Aujourd'hui, c'est 2 familles sur 10. Dans 85% des cas, ce sont des femmes. Et en Outre-mer, les chiffres sont 2 fois plus élevés qu'en métropole. Comment vous expliquez cela ? Je pense, enfin, une des hypothèses, parce que il y a aucun travail sur les familles monoparentales. Il n'y a pas d'études, il n'y a pas d'études de sociaux, d'anthropologie et tout ça. C'est un non-sujet, y compris dans les disciplines universitaires, il faut le savoir. Il n'y a rien.
quelques thèses mais du côté de la psychologie ou de la psychanalyse. Mais sinon, en termes de sujet de société, c'est pas un sujet. En tout cas, personne ne s'intéresse à comment on fait comment on fait seul ce que les autres font à deux. Moi, sachant que c'est déjà difficile. J'ai cité un rapport du Conseil de l'Europe qui date de 2014 qui dit exactement ça. Il dit on ne sait absolument pas, il y a trop peu de et au niveau européen, c'est pas que français, hein. On n'a que trop peu d'études et on ne sait pas, de façon scientifique entre guillemets, comment une famille qui se retrouve avec, pour quelle que soit la raison, seule donc avec un adulte seul à la tête de la famille, se débrouille pour s'en sortir. C'est un non-sujet pour l'instant. Alors, une hypothèse qui expliquerait ça, moi j'en ai discuté avec les uns et les autres, serait effectivement, enfin une hypothèse, c'est quand même le fait que à la fois il y a un double mouvement, c'est-à-dire que comme ça c'est transcendantal à toute la société, c'est pas lié à une situation sociale ou une catégorie particulière. Donc c'est tellement divers qu'on n'arrive peut-être pas à l'identifier, à la saisir. La deuxième chose, c'est que de toute façon, et là, ça, moi, ça, on peut le démontrer, une famille monoparentale et par rapport à la norme de la parentalité qui a un couple reste anormale. Donc du coup, c'est un sujet, c'est pas une famille comme les autres. Je dirais même presque, de façon très curieuse, on sent bien que dans l'approche, un couple de parents gays, par exemple, du moment que c'est un couple, donc deux personnes, serait presque plus légitime et plus normal, entre guillemets, qu'une famille monoparentale. Le fait d'être seul à la tête des enfants, à la tête d'une famille, c'est vraiment un problème qui reste posé. C'est pas encore une fois un jugement moral, mais par nature, ces familles-là sont considérées comme dysfonctionnelles. D'ailleurs, c'est intéressant, vous pointez ceci dans votre note pour Terra Nova. Vous dites que depuis le début du confinement, la famille érigée en modèle qu'on fait parler dans les médias, c'est un couple avec 1 à 2 à 3, voire 3 enfants, pour qui le confinement se passe pas trop mal, en tout cas toujours avec le sourire et sans aucune galère. La stigmatisation, vous avez connu ça, vous connaissez ça. C'est votre quotidien depuis 10 ans. C'est d'ailleurs ce qui vous a conduit, c'est d'abord votre situation personnelle qui vous a conduit à vous investir, ce champ-là qui est pour vous politique, hein, le champ du combat pour rendre visible et aider les familles monoparentales. C'est quoi la stigmatisation que vous vivez au quotidien en tant que mère seule? Avant de parler, je vais reprendre juste sur ce que l'intervention de Laure. Effectivement, le problème, en fait, il y a beaucoup d'études faites sur la monoparentalité. Le problème, c'est leur visibilité et le fait de pouvoir lire et comprendre ce que c'est la monoparentalité et quelles sont les répercussions dans la société. Donc, il y a effectivement de nombreuses thèses dessus. Il y a donc des recherches en fait faites par la CAF, par la CNAF, par la Fondation Abbé Pierre. Après, c'est aussi la question de la monoparentalité date de nombreuses années. Depuis 1960, on retrouve en fait des femmes qui se combattent pour pouvoir justement faire valoir le droit d'être une famille monoparentale, c'est-à-dire être femme chef de famille. Donc ça, c'est un combat qui date des années 60. Donc 63, pour parler en fait de la première création donc de ces femmes veuves au départ ou divorcées, donc les premières à avoir demandé à être entendues comme chef de famille et avoir la responsabilité et l'autorité parentale. D'ailleurs, elles se sont battues aussi, donc ça a donné lieu à ce partage de l'autorité parentale en 75, 74, 75. Enfin, il faudra que je me rassure de la date. C'est cette date qui est importante, mais que je ne retiens jamais. Mais c'est dans les années 74, je pense, 74. Oui. Et donc, ce sont des... Donc, ça, il y a effectivement beaucoup de travail de raison, de recherche sur cette parentalité-là, cette façon de faire famille. Le vrai problème, pour moi, c'est de prendre conscience que l'imaginaire collectif, donc les imaginaires collectifs, fondent la famille sur le couple traditionnel, et fondent la famille sur
la famille élargie, les grands-parents. Voilà. Aujourd'hui, avec la modernité, on se rend compte que la famille ne se définit plus du tout de la même manière. Donc, il y a quelque chose, en fait, qu'il va falloir actualiser et qu'il faudra prendre en compte autant dans les politiques que dans la réponse apportée aux familles monoparentales. Ça, il s'agit en fait des questions théoriques de la famille aujourd'hui. Je pense qu'il faut la redéfinir et à partir de là, faire accepter qu'on peut faire famille aujourd'hui avec un parent, avec avec deux parents de sexe opposé ou de peu importe. Il faut faire évoluer la notion de famille. Et à partir de là, je pense qu'on pourra apporter des réponses intéressantes pour les familles monoparentales et pour les familles en général. Le vrai problème, c'est que si on regarde même l'organisation politique, on voit que la place de la famille est toujours, n'est pas une place importante dans la réflexion politique aujourd'hui. Tout mène à ça. On va voir que la question fiscale, la famille est impactée, la question de la consommation, la famille est impactée, mais une vraie réflexion sur qu'est-ce qui fait famille aujourd'hui, ça pourrait être intéressant de le mettre sur le débat, dans le débat public et apporter des réponses. Donc, ça emmène des stigmatisations, ça emmène des stigmatisations au niveau de l'emploi. Il est difficile, quand on n'est pas habitué dans une société, à comprendre que la famille donc, est organisée avec un parent, un enfant. Quand on n'arrive pas à comprendre que cette famille est aussi importante qu'une famille traditionnelle, mais a des difficultés plus importantes, donc il va falloir adapter la société à ce type de famille, on ne pourra pas avancer. Le problème est vraiment de pouvoir faire valoir donc, les droits de ces familles-là, mais aussi travailler et sensibiliser à cette façon de faire famille. Et je pense que le vrai problème, c'est cette sensibilisation-là. Donc, ça entraîne des stigmatisations, nécessairement. Quand vous êtes obligé de cacher, par exemple, dans votre entretien d'embauche, et plusieurs mamans et plusieurs papas ont ces problèmes, et quel que soit leur niveau social, qu'ils sont pas seuls. Parce qu'il faut être à mesure d'être autonome et de se débrouiller en tenant compte de sa... on est comme tout le monde, donc ne pas présenter en fait une vulnérabilité du fait d'être seul à devoir gérer 1, 2, 3, 4, 5 enfants. Voilà. Donc déjà, il y a un vrai problème par rapport à ça. Donc moi, je sais que si je me suis engagée, je n'étais pas prédestinée à lutter pour faire valoir les droits des femmes ou des parents solos. Il se trouve simplement que dans ma vie, j'ai été confrontée à des difficultés liées à ma monoparentalité pour accéder à l'emploi, pour pouvoir être stable dans mon emploi, pour pouvoir gérer ma place de femme, maman, et en même temps ramener de l'argent, faire bouillir la casserole. Donc effectivement, en tant que personne, j'ai été confrontée à ça, à ces difficultés-là. Et oui, c'est un combat qui est incroyable tous les jours. Il faut se battre tous les jours. Il faut se battre pour déjà être à mesure d'entendre ses enfants, parce que quand on est fatigué, on peut ne plus les entendre. Il faut se battre pour être capable d'être à la hauteur au travail, et même pour pouvoir aller postuler au travail. Donc, à tous les niveaux, il faut et c'est quelque chose en fait, qui est difficile à entendre quand on n'est pas confronté à cette réalité-là. On peut l'entendre intellectuellement, mais de la vivre et de pouvoir en parler, c'est ça la difficulté, c'est le vrai combat, de pouvoir sensibiliser sur la réelle problématique des familles monoparentales. Juste pour finir, il y a par exemple, nous avons plusieurs personnes qui sont venues pour travailler pour la fédération et nous avons eu par exemple des enfants de mamans solo. Donc, il a fallu leur faire prendre conscience qu'ils étaient enfants de maman solo. Parce que comprendre, même les personnes qui sont parents seuls n'ont pas conscience parfois qu'ils sont parents seuls. Et que leurs difficultés viennent du fait qu'en tant que personne seule à devoir gérer une vie des enfants, la responsabilité de prendre soin des enfants, de prendre soin de soi, d'être à la hauteur de son travail, donc être investi dans son travail, être à la hauteur de l'entretien de son domicile pour que ce soit un cadre. En fait, d'être à la hauteur de tout ça,
Quand on est seul, c'est compliqué parfois. Et ça, même les personnes seules n'en ont pas conscience parfois. Donc, je pense que c'est une vraie éducation de chacun sur… voilà. Laure, vous avez entendu le témoignage de Cathy. Le jour d'après, qu'est-ce qui vous fait craindre? Est-ce que vous craignez l'épuisement des parents solos? C'est votre première crainte pour le déconfinement? La première crainte qu'on peut avoir, c'est, je rejoins tout à fait Cathy sur la question de l'emploi, parce que c'est ça l'énorme problème des parents solos, Cathy l'a expliqué, c'est fondamental. La vulnérabilité, la fragilité d'un parent solo par rapport à l'emploi, qui accepte à peu près n'importe quoi pour pouvoir le conserver. Donc, on a eu des témoignages de parts patronales qui n'ont pas été payées dans le cadre du chômage ou dans le cadre de la garde d'enfants. Il y a des gens qui se retrouvent dans des situations qui étaient en formation, qui étaient en fin de contrat et qui sont désespérées parce qu'elles ne savent pas du tout comment quand elles vont s'en sortir à la fin. Donc, moi, je crains très fortement qu'on aille là déjà, qu'on continue à aller vers un appauvrissement des familles monoparentales. Là, c'est très clair que la caractéristique de l'emploi des familles monoparentales, c'est d'être sur le fil du rasoir. Il suffit que ça bascule un petit peu et tout s'écroule. Et là, on est vraiment dans une situation où on risque d'avoir un château de cartes qui s'écroule et là, ça va faire vraiment de très gros dégâts. Donc, vous appelez à des mesures d'urgence? Je ne sais pas si ça des mesures d'urgence, mais fondamentalement, la question des parents solos, nous, c'est ce qu'on dit, et pour reprendre ce que dit Cathy, on dit qu'il faut reconnaître la situation de monoparentalité dans l'emploi, très clairement. Quand vous avez des parents solos, et moi, j'ai eu des témoignages comme tout le monde, comme Cathy, quand vous avez une mère en instance de divorce qui n'aura pas la garde de ses enfants parce qu'elle commence à 6h du matin, on n'est pas dans des questions de confort, là. Quand vous avez un père qui est terrorisé parce qu'il va partir en garde alternée et qui ne sait pas comment l'expliquer à son patron, on est dans des situations réellement dramatiques. Et effectivement, les gens se cachent dans l'emploi, dans l'entreprise, pour ne pas être identifiés comme parents solo, parce que c'est une vulnérabilité supplémentaire. Donc, c'est un problème fondamental, l'emploi. Et la question, une des façons de le résoudre, de la même manière que, moi je suis d'accord avec Cathy, il faut reconsidérer ce qui fait famille et donc d'intégrer les familles monoparentales comme un type de famille, comme un autre, avec ces spécificités qu'il faut donc accompagner. Il faut que dans l'entreprise, de la même manière, ou plutôt avec une métaphore, qu'on reconnaît la situation de handicap, c'est-à-dire qu'on reconnaît qu'il y a des gens qui sont capables de travailler, mais qui ont un handicap particulier qui fait qu'il faut adapter un poste, et ben, il faut reconnaître, lever ce voile de terreur qui fait que personne ne parle de la monoparentalité dans l'entreprise. Bon, il y a des gens qui m'ont dit, mais on en connaît plein dans l'entreprise, mais tout le monde se cache parce qu'on a peur de se faire identifier. Donc, les gens, en fait, n'osent même pas le dire, comme si c'était une tâche, quoi. Et c'est dramatique. Et donc, il faut qu'il y ait une situation de la reconnaissance de la monoparentalité. Et après, on adapte les postes en fonction des entreprises. Mais des fois, c'est ridicule. Quand vous ne pouvez pas prendre un poste à 7h du matin parce que la crèche ouvre à 7h du matin, il suffit de faire une prise de poste à 7h15 et c'est réglé. Donc, ce n'est pas des bouleversements énormes. C'est juste reconnaître la spécificité de ces familles, juste reconnaître qu'elles ont besoin de travailler, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Elles sont au RSA. Donc, il faut avoir un moment, choisir quelle est la politique d'accompagnement qu'on veut mettre en place pour permettre à ces familles de s'en sortir. Merci à toutes les deux pour vos témoignages. Je vais conclure en rappelant d'ailleurs que le gilet jaune à l'hiver 2018-2019 a permis aux parents célibataires, notamment aux mères célibataires, de se rendre visibles sur les ronds-points et d'ouvrir un petit peu les yeux sur leur détresse et sur leur isolement. Il faut continuer effectivement, peut-être porter ce gilet jaune tout le temps. Merci à Stéphanie, à Fatima, à Jean-Yves, à tous les parents solos qui m'ont aidé à construire cette émission en me nourrissant de leurs témoignages. Bon courage à toutes et à tous. Place maintenant à Usul et Cotentin qu'on ne présente plus. Tu m'entends? Ouais. Est-ce que t'as écouté ce qu'il a dit Doudou hier sur le déconfinement là pour savoir si on arrête ou pas les confinotes?
Bah j'ai écouté, mais il a rien dit sur les pastilles humoristiques mais néanmoins politiques et au ton décalé, donc on n'est pas plus avancé. Ah oui, alors qu'il a passé des plombes sur les écoles. Les enseignants, eux, au moins, ils sont fixés, quoi. Bah oui, il faut des classes de 15 obligatoires, mais sur la base du volontariat. C'est d'abord les CP et les CE1 qui rentrent en concertation avec les maires et les préfets, et ça va dépendre des régions. Ouais, voilà, ça au moins c'est clair. Pendant que vous suiviez la déclaration du Premier ministre et des présidents de groupe, nous on suivait vos réactions face aux déclarations du Premier ministre et des présidents de groupe. Ouais, vous avez été nuls. Non, pas tout le monde. Par exemple, Marie Turcan, la rédac chef de Numérama, elle a fait quelques observations intéressantes sur les orateurs. Elle a noté qu'il aura fallu 3h20 pour qu'enfin une femme s'empare du micro. Ouais, donc avant ça, c'était que des mecs blancs qui parlaient tranquille. On aurait dit les confinotes. Oui, sauf que nous, on n'est pas censé représenter la nation. Si tu veux. On parle pour toi. Marie Turcan précise que jusque-là, tout de même, c'était une huissière qui venait laver et désinfecter le pupitre entre chaque passage. Aujourd'hui, le sujet, c'est celui de la propreté. Moi, je veux une région propre. Et rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. Comme quoi, finalement, même à l'Assemblée, ce sont les femmes qui sont en première ligne face à l'épidémie. Selon cet article de France Inter, les femmes représentent 9 caissiers sur 10, 7 agents d'entretien sur 10, 9 aides-soignants sur 10, pareil chez les infirmières, chez les préparateurs en pharmacie. Et chez les députés, on trouve 4 femmes pour 6 hommes, mais là on voit clairement que c'est pas elles qui ont le plus la parole. Oui, comme quoi l'Assemblée nationale est assez représentative, les femmes ont pas la parole et c'est elles qui nettoient. Du coup, hier encore, on a eu un beau défilé de vieux mecs habillés pareil, coiffés pareil. Alors non, justement, Jean-Luc, il avait un mulet. Ah voilà, ça y est, on y est. Et même qu'après, il s'est fait une queue de cheval pour rigoler. Et vu ce qu'il retweetait, il s'amusait même de la comparaison avec Robespierre. Je pense aussi qu'il y a un autre message, un message politique cette fois. En venant à l'Assemblée avec une coupe de merde, il dit aux Français « Regardez, je suis comme vous ». Oui, je sais, toi derrière la caméra là, toi qui te laisses pousser les cheveux comme moi, t'es passé par les mêmes galères. Tu sais, les galères là, où t'as les cheveux qui sont trop courts sur les côtés, où t'es obligé de faire des bails chelous et tout. Bon bah voilà, ça me déçoit, le niveau des commentaires là, voilà. Non mais je me moque pas de ses cheveux, je dis que c'est un message politique. Mais le gars, il a fait 10 minutes de discours, il est là le message politique, il est pas dans ses cheveux. Tous les gens avec des coupes de merde, ils envoient pas des messages politiques. C'est quoi le message de ta coupe, toi? C'est quoi le message de la coupe des journalistes de Mediapart? Bah, ça doit être abonnez-vous. Bon, tout ça nous détourne des vrais sujets, parce que moi j'aimerais qu'on parle des ovnis. Alors ça, pour le coup, je pense qu'à l'air libre, ils ont rien préparé dessus, exclu confinote. Non mais c'est un vrai truc, la presse en parle. Le Patagone a diffusé officiellement des vidéos d'objets volants non identifiés. Tu dis Patagone, toi? Bah oui, tu dis quoi, toi? Bah, Pentagone, comme la forme du bâtiment du siège de l'armée américaine. Ah ouais, et tu vas en Pentagonie aussi, peut-être. Arrête de me faire perdre du temps, là. Le Patagone, donc, c'est quand même une source sérieuse, et pour en savoir plus, moi j'ai regardé cette vidéo de Julien Chiez, un journaliste jeux vidéo, mais qui avait invité pour l'occasion un expert. On va en discuter, et pour cela, bien, je suis ravi d'inviter et d'accueillir Nico Augusto. Comment vas-tu ? Merci Julien, ça va très bien. Merci de ton invitation pour cette vidéo un peu spéciale sur ta chaîne. Et wow. Je suis très très heureux en tout cas de pouvoir en discuter avec toi et d'en débattre. Mais c'est quoi cet expert avec sa tête de DJ? Il est expert de quoi, le Brad Pitt du Lot-et-Garonne? Je sais pas, mais il dit qu'il a des contacts. Au Patagone? Dans la vidéo, ils disent que cette déclassification est une grande première. D'autres pays ont même dû réagir, comme le Japon. Non mais attends, je voudrais qu'on revienne sur un truc. Là, Julien Chiez, il a un fond vert. Pourquoi il s'est incrusté sur un fond de maison alors qu'il doit certainement être déjà dans une maison? Sa maison à lui, elle fait pas assez maison de Bourges, alors il est allé en chercher une sur Shutterstock? Mais c'est pas la question, je te parle de vie extraterrestre et toi tu te perds sur des détails de fond. Qu'est-ce que tu fais avec ton fond? Oui bonjour, bienvenue dans ma maison de riche. Aujourd'hui on va parler des fantômes surnaturels, et pour ça j'ai invité David Guetta. Salut David, ça farte? Alors, t'as des contacts au Patagone? Bon allez, ça suffit, tu me fatigues, à demain. Merci les confinotes, merci à Rachida El Azouzi pour son plateau sur les familles monoparentales et merci aussi à Christophe Guignot qui nous a aidé à préparer cette émission. Une précision, on a appris cet après-midi, juste après le tournage de notre plateau, le premier décès d'une personne de 82 ans en Lozère des suites du coronavirus. Premier décès donc dans ce département, jusqu'ici très épargné. Pour nous écrire, 2 adresses, alerlibre@mediapart.fr pour vos témoignages et covid@mediapart.fr pour vos infos et documents d'intérêt général. Merci beaucoup d'être resté avec nous. À demain. Prenez soin de vous.